il y aurait des suspicions. Eh bien, donc, on va la refaire, puisque c'était sans la captation. Donc, bienvenue, et merci à la Bulle de Bonheur de nous accueillir. C'est la première fois que nous, on propose quelque chose ici. Et c'est un lieu qui vient de changer de direction. Donc, c'est une jeune génération là, qui récupère en collectif l'organisation des événements ici. Et il y a plein de belles choses. Il y a d'autres conférences, dont une par Elsa Sunita, bientôt, qui aura lieu ici, que j'ai déjà vue au MAC, Musée d'Art Contemporain. Et voilà, je vous conseille vivement d'aller aussi la voir, elle, parce que c'était une conférence qui m'a beaucoup touché. Voilà. Donc aussi une jeune femme d'une quarantaine d'années. Voilà, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, le titre de cette conférence, c'est « Les maîtres de l'énergie des Atlantes à aujourd'hui ». Alors, pour revenir un petit peu sur l'historique de cette conférence, à la base, elle s'appelait « L'histoire de la bioénergie ». Et puis là où je l'ai proposé, on m'a dit écoute Eddy, c'est pas assez publicitaire comme titre, c'est pas assez racoleur, ça fait trop universitaire, poussiéreux, historique. Alors, comme j'ai un passé de publicitaire, je lui ai dit écoute, je vais te proposer un titre alternatif. Et voilà ce qui est sorti. Donc effectivement, ça parle de la même chose, sauf que on va plonger dans cette civilisation engloutie qu'est l'Atlantide, en essayant de comprendre en quoi ça a pu constituer donc, notre vision des choses aujourd'hui, et en quoi est-ce que ça apporte un art de guérir, en quoi est-ce qu'ils étaient des maîtres de l'énergie. Et puis depuis l'Atlantide, on va arriver aujourd'hui à donc des maîtres plus récents, plus contemporains, notamment l'homme qui nous a formés tous les deux, qui nous a initiés à cet art, puisque ce n'est pas une science, qu'est la bioénergie, et à cet autre art qu'est la géobiologie. Mais avant ça, je voudrais prendre 3 minutes pour me présenter et pour dire un petit peu d'où je viens et pourquoi je fais cette conférence et pourquoi nous la faisons maintenant tous les deux. Parce que j'imagine qu'en fait nos parcours sont assez proches dans les choses qu'on a vécues au niveau familial, peut-être, et que ça, enfin mon pari, c'est que ça a un déterminisme sur beaucoup d'événements qui suivent dans la vie. Et donc voilà, je vais un petit peu parler de mon enfance et de mon adolescence, comme je le suggérais tout à l'heure. Très succinctement, parce que c'est pas l'objectif de la conférence, mais voilà, moi je suis né dans une famille avec un père berbère du sud de la Tunisie et une mère qui était d'origine donc juive polonaise par son père et catholique bretonne par sa mère. Donc voilà, mon père, lui, était plutôt d'origine musulmane. Donc il y avait les 3 religions du livre qui étaient représentées dans ma famille, plus toute une branche qui était communiste, athée, anticléricale, mais aussi des témoins de Jéhovah, des adventistes du 7e jour. Ma mère s'est convertie au bouddhisme. Bref, il y a eu tout un foisonnement qui a fait que les repas du midi étaient des laboratoires d'observation du religieux, mais pas que, de comment ça venait se confronter aussi avec le politique, avec le militantisme, l'activisme, etc. Et donc je suis devenu anthropologue des religions, voilà. Puisque j'avais fait mes travaux pratiques en famille. Et c'est un petit peu la tonalité de cette conférence, puisqu'on va traverser un certain nombre de philosophies, de spiritualité, de courants de pensée.
Voilà, et puis succinctement, j'ai fait une toute petite carrière de danseur, ce qui m'a connecté au corps. Il y a quelque chose de plus concret, de plus matériel, de plus incarné. Et comme je le dis souvent, j'ai eu l'opportunité de me blesser et de rencontrer un ostéopathe grenoblois qui m'a un petit peu initié aussi à certaines choses. Et puis, je suis tombé un peu malade, on va dire quelque chose qui n'était pas juste une simple foulure. Et là, j'ai été confronté aux limites de l'ostéopathie. Et j'ai été obligé de m'ouvrir à d'autres choses, notamment la bioénergie. Et c'est comme ça que j'ai été vers une voie de guérison qui a été plus que ça, qui a été une voie d'initiation. Et c'est un petit peu le fil rouge de cette conférence. Je vais essayer de montrer une espèce de généalogie des grands maîtres de l'énergie et comment l'initiation s'est perpétuée depuis des civilisations oubliées comme l'Atlantide, en passant par l'Antiquité, le Moyen-Âge et jusqu'à aujourd'hui. Je te laisse te présenter. C'est marrant, j'avais pas pensé de comment me présenter, mais quand tu parles de ta famille, moi je me dis tiens, j'ai un père qui est professeur de sciences et vie de la Terre, guide de haute montagne, passionné de volcans. Donc, je suis allé pas mal de fois avec lui sur les volcans. Et j'ai une mère, on va dire, attirée par l'envol, sans aller plus dans le détail. Et j'ai fait des études de géologie. Après, j'ai été touché par la danse aussi, donc c'est ça la similitude. Et j'enseigne la danse. Donc il y avait cette perception du milieu naturel, l'intérêt de la géologie, de l'astrophysique aussi, de l'astronomie. Et puis d'arriver progressivement à se dire géobiologie, c'est quoi cette géobiologie? Ça m'a questionné. C'est quoi le lien avec la géologie? C'est quoi le lien avec le corps? Et puis voilà, j'ai plongé un peu dans ces approches-là un peu nouvelles pour moi. Et puis d'un coup, j'ai dit waouh, il y a un monde. Et puis je pense qu'on a partagé ce truc de dire ah ouais, il y a un monde. On va essayer de s'aider et de s'épauler pour naviguer là-dedans, comprendre, expérimenter, travailler ensemble. Et aujourd'hui, on propose aussi des choses pour des lieux ensemble, un travail d'harmonisation des lieux et lié aussi sur les personnes en bioénergie. Voilà pour faire simple. Ok, on va rentrer dans le vif du sujet avec donc, cette première diapo qui est la chronique de l'Akasha ou la science de l'occulte. Alors attention, donc ce qui va suivre n'est pas une approche scientifique, puisque c'est, même si l'auteur avec lequel je vais commencer appelle ça la science spirituelle, la science de l'occulte ou la science ésotérique. Donc c'est Rudolf Steiner qui a pondu une œuvre, énormément de conférences, d'ouvrages, etc. Mais je vais parler de lui plus tard dans la conférence. Aujourd'hui, c'est juste pour vous dire que c'est un clairvoyant, c'est un voyant, un visionnaire. Quand il nous dit d'où il tire sa connaissance, il dit « J'observe l'univers, mon regard porte loin, puis de plus en plus loin, très très loin, je remonte le temps et je vois ce qu'il s'est passé, en tout cas depuis au moment de la création du système solaire. » Donc voilà, je vous invite à prendre des pincettes, à prendre des gants avec tout ce que je vais vous dire. Voilà, c'est quelqu'un qui a une claire information qui lui vient directement. Moi, j'ai été très heurté par ces ouvrages au début. Je vais vous citer une blague.
qui résume un petit peu le côté parfois dogmatique de Rudolf Steiner et de l'anthroposophie, c'est quel est le légume préféré des anthroposophes. Anthroposophes, ce sont les disciples de Rudolf Steiner. Est-ce que quelqu'un sait quel est le légume préféré des anthroposophes? Non? Je sais pas, toi? C'est le radis. Parce que Steiner a dit. Donc, voilà. C'est vrai que quand on les côtoie, c'est vraiment beaucoup ça, quoi. Steiner a dit qu'il faut éduquer ses enfants comme ça, il faut manger comme ci, il faut faire l'amour comme ça. Enfin, voilà. Donc, une fois qu'on sait ça, on peut se détendre et puis lire avec du recul, prendre ce qui est bon pour soi et laisser le reste, ça ne nous parle pas. Voilà. En tout cas, moi, ce qui m'a beaucoup parlé, c'est que je cherchais une explication au corps subtil. C'est-à-dire que l'objectif de cette conférence, c'est aussi de rendre à César ce qui appartient à César. Donc, dans le New Age, dans la spiritualité, on utilise beaucoup de termes. Hein. On parle d'aura, on parle de chakra, on parle d'énergie, parfois d'égrégore, d'inconscient collectif, de synchronicité, d'archétypes. Voilà, on utilise des termes, des jargons, on ne sait pas forcément d'où ça vient et pourquoi c'est justifié et surtout à quoi ça sert. Hein. Théoria, en grec, la théorie, ça veut dire lumière. Donc c'est censé éclairer la réalité. C'est censé nous donner des billes concrètes pour avancer dans notre vie, pour évoluer. Donc, ce que nous dit Rudolf Steiner, pour nous expliquer pourquoi nous avons différents corps subtils, hein, comme des poupées russes, donc rapidement, nous aurions un corps donc, énergétique, avec au-dessus un corps éthérique, un corps physique, pardon, avec un corps éthérique par-dessus, un corps énergétique, ensuite un corps astral, ou émotionnel, puis un corps mental, un corps causal un petit peu plus loin, et un corps spirituel. Voilà. On nous dit ça, ça tombe un peu du chapeau, et j'ai essayé de comprendre d'où ça venait. Et c'est donc dans ces ouvrages que j'ai trouvé une tentative d'explication que je vais vous livrer à présent. Donc Rudolf Steiner nous dit que la Terre a eu différentes incarnations. La Terre aurait eu donc comme des vies successives, comme des vies antérieures avant d'être Terre, avant d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Donc notamment 3 phases planétaires, 3 suites d'incarnations planétaires. Donc sur Saturne, alors il nous dit la Terre a été l'ancien Saturne avant d'être ce qu'elle est. Sa première incarnation était d'être l'ancien Saturne. Donc l'humain y était déjà présent. Voilà. Sous une forme de torpeur, d'apathie proche du sommeil, de transe profonde. Et c'est sur cette incarnation de la Terre que se serait constitué donc, le corps physique de l'humain. Nous étions un automate totalement inanimé, privé de vie, avec juste un corps minéral. Et puis il nous explique que de cet ancien Saturne se détache ce qu'il appelle l'ancien Soleil, deuxième incarnation de ce que sera la Terre. Et là, l'humain est aussi présent et développe un autre corps. Il est dans un état de sommeil calme et sans rêve, avec un niveau de conscience proche de l'actuel règne végétal. Vous voyez, sur l'ancien Saturne, on fait un parallèle avec le règne minéral, ici avec le règne végétal. Constitution du corps éthérique ou énergétique, après le corps physique, et nous avions la tête vers le bas, vers le centre du soleil, comme aujourd'hui la racine de la plante, avec l'amorce des pieds vers le haut, en train de flotter, un petit peu comme une plante. Voilà à quoi nous ressemblions sur l'ancien soleil. Et puis troisième cycle, troisième incarnation de la Terre, donc une autre planète se sépare de l'ancien soleil
et c'est donc l'ancienne lune, nous dit Steiner, où va se créer le corps astral, le corps émotionnel. Pourquoi ? Parce que nous sommes des hommes animaux lunaires sur cette planète, nous dit Steiner. Nous n'avons pas encore d'os solide, nous avons un squelette cartilagineux de nature tendre, et nous nous déplaçons par petits bonds en planant. Voilà. Donc nous sommes liés à l'élément liquide, qui est très compact, nous sommes unisexués, puis nous devenons bisexués, nous ressentons le plaisir et la peine, les émotions donc, liées au corps astral, la colère, la haine, les instincts, les passions, etc. Puis ensuite, de la Terre se détache, de la Lune, pardon, l'ancienne Lune se détache la Terre, sur lequel se forme le corps de pensée, le corps mental, structuré. Voilà. C'est aussi là où nous avons la division des sexes, donc deux sexes différents, avec des instincts inférieurs, pas la moindre trace d'un développement spirituel au début, nous dit Steiner, donc c'est ce qu'on appelle le mental inférieur, en fait, plus tard dans les traditions védiques, hindoues, etc. Voilà, donc pour faire simple, c'est Steiner. C'est Steiner, donc voilà, je ne parlerai pas très longtemps de Steiner, je lui consacre 5 minutes, pour pas trop vous perdre, parce que c'est vrai que c'est une pensée très complexe. Néanmoins, si vous deviez en tirer une seule chose, parce qu'à chaque fois je vais essayer de vous livrer ce qui est un outil concret pour l'auto-guérison, issu de chaque auteur et de chaque proposition. Donc là, qu'est-ce qui est concret pour l'auto-guérison de cette fable ? Eh bien, c'est le lien entre les différents corps et les règnes. Ce que ça nous dit, c'est que si nous avons une problématique au niveau physique, par exemple, méditer avec des cristaux, avec des minéraux, avec des roches, avec des pierres, peut aider si le problème est purement matériel. Si nous avons une problématique au niveau énergétique, la phytothérapie, les plantes, ce règne-là sera plus propice à la guérison. Si nous avons une problématique d'ordre émotionnel, ça va être le règne animal qui va être plus propice. Alors, il y a des personnes qui ont un lien comme ça fort avec les animaux, un lien émotionnel, mais nous avons été des animaux, nous avons une part d'animalité, et c'est là qu'interviennent toutes les techniques de libération émotionnelle, comme le cri primal, ou la régression dans des états archaïques, où nous pouvons libérer des charges émotionnelles sur lesquelles le mental ne peut rien faire, en quelque sorte, parce qu'il n'existait pas encore au moment où dans la construction des corps, celui-ci s'est créé. Et puis si une problématique est mentale, psychologique, intellectuelle, une croyance, une pensée limitative, etc., alors ça va être le règne des formes, de la géométrie par exemple, des symboles. Donc voilà, c'est un petit peu ça qui est créé au niveau du règne terrestre chez l'humain, avec notamment l'Atlantide. Et donc voilà, pour vous aiguiller un petit peu, vous dire voilà ce que j'ai compris des différents corps, et voilà comment, pour chaque problématique, vous pouvez vous-même vous tourner vers un règne. Le mental, c'est aussi les objets techniques, la géométrie sacrée, par exemple, tu en parleras peut-être plus tard, mais les polyèdres, les différentes formes géométriques nous permettent d'avoir accès à des états de conscience, la conscience est mentale, et donc de débloquer certaines choses. Voilà. Donc, ensuite, la petite histoire, c'est que l'humain est sur la Terre, et on va avoir différents stades civilisationnels, notamment la Lémurie, ce qu'on appelle la Lémurie, donc c'est un continent, mais c'est aussi un peuple
et puis l'Atlantide. Alors ce qui caractérise la Lémurie, et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est on va dire un niveau de conscience de l'humain où on nous dit il est au service des entités spirituelles. Il est complètement dirigé par le monde spirituel, il n'a pas de libre arbitre. Et donc dans l'évolution comme ça de l'univers, à un moment donné, c'est comme si le plan divin avait besoin de créer le libre arbitre pour que l'humain puisse aller volontairement s'élever dans une démarche spirituelle. Et donc il y a le libre arbitre avec le mental qui apparaît dans la race humaine, et avec toutes ces dérives. Donc le mental est lié à la technique, et donc à l'objet technique, à la technologie. Et si vous avez déjà entendu parler de l'Atlantide, vous savez qu'à un moment donné, donc c'est une civilisation qui a développé la technologie et l'énergie libre jusqu'à un point paroxystique où donc il maîtrisait d'énormes cristaux qui captaient les énergies cosmiques et solaires. Donc ça, je vous renverrai à Edgar Cayce et Rudolf Steiner, qui sont deux auteurs qui parlent beaucoup de l'Atlantide. De manière visionnaire aussi. De manière complètement non scientifique et médiumnique, pourrions-nous dire. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça vient nous parler d'une humanité qui atteint un paroxysme avec des technologies énergétiques, technologies qui captent les énergies du cosmos, les énergies stellaires, pour s'en servir, pour presque les asservir, et qu'à un moment donné, il y a un cataclysme qui fait que cette civilisation, donc si elle a existé, aurait été engloutie et donc disparaît. Voilà. Et donc maintenant, je vais vous proposer de vous livrer à une expérience de technologie éthérique. Voilà. Voilà donc un petit dodécaèdre qui utilise de la géométrie sacrée et qui, par ses formes, pour des personnes sensibles, voilà, on peut, en méditant sur ce genre d'objet, ou en apprenant certaines techniques, en visualisant des formes comme celle-ci, faire bouger des choses à un niveau énergétique. Donc, on parlera tout à l'heure des polyèdres, mais ce qui est clair, c'est que dans toute l'histoire de l'humanité, il y a eu différentes personnes qui, à un moment donné, se sont dit la géométrie est sacrée, les formes révèlent quelque chose de la façon dont la vie se déploie, que ce soit au niveau de l'atome, de la molécule, de la cellule, ou des cristaux de neige, ou des choux romanesco dans leur forme fractale, etc. Et donc ça a été utilisé par différentes civilisations. Et aujourd'hui, certaines personnes, comme le fabricant donc de ces objets-là, s'en sert pour guérir et pour l'auto-guérison. Donc on verra un petit peu plus tard dans la conférence comment chaque forme permet d'atteindre des niveaux de conscience, de comprendre des choses pour soi et éventuellement de changer sa vision du monde, sa façon de penser. Alors, pour aller un petit peu plus loin dans cette histoire de l'Atlantide, on nous raconte, toujours Rudolf Steiner et Edgar Cayce, que suite au cataclysme, il y a eu des rescapés de l'Atlantide qui donc ont fui en premier vers l'Inde et auraient créé donc les Védas, l'hindouisme, donc 7 initiés, et donc toute la science des chakras, mais aussi les lois du karma, de la causalité, de cause à effet, l'Ayurveda, le rapport aux éléments. Donc ça, je vais te laisser en parler. Mais
rapidement, c'est la première fois, par exemple dans l'histoire de l'humanité, qu'on entend parler des 5 éléments. Éther, donc énergie, air, feu, eau et terre, et donc des éléments qui seraient à équilibrer, dans le corps humain. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en construisant cette conférence, je me suis aperçu que c'était exactement ce que racontait Rudolf Steiner avec ses histoires de différentes incarnations planétaires. C'est-à-dire que au début, on a le son primordial, au commencement était le verbe, c'est ce que nous dit la Bible, le Om, diraient les hindous dans les Védas, le Big Bang, voilà. Et puis on a un état aérien, donc qu'on peut lier à la planète Saturne, qui est une géante gazeuse, donc voilà, l'élément air, et puis l'ancien soleil, comme je vous ai dit tout à l'heure, selon Steiner, avec l'élément feu, et puis la planète bleue, la Lune sur laquelle on a retrouvé des traces de glace, et puis la Terre avec l'élément Terre. Donc, je me suis aperçu que ces différentes incarnations planétaires, depuis le son primordial, le verbe créateur ou le Big Bang, se retrouvaient dans les chakras et dans la vision ayurvédique indienne de la santé et de la constitution des éléments dans le corps humain. Avec ici la sphère laryngée de la voix et du son, ici bien sûr l'élément air de la respiration et des poumons, le feu digestif, qui est ici, qui a combustion, etc. Et puis l'eau de la vessie, mais aussi de la transformation des aliments vers l'irrigation du corps, et puis l'élément terre au niveau de la racine. Voilà. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a des liens entre chaque sphère du corps aussi, chaque plexus, chaque centre énergétique, et puis des planètes, et puis des éléments. C'est ce qu'on appelle les correspondances dans l'alchimie. Voilà. Des planètes, des éléments, et puis des zones du corps. Peut-être c'est maintenant que je vais te laisser parler un peu plus précisément. J'ai pas des images forcément qui sont sur l'ordinateur dédié, mais s'il y a besoin, je vous les montrerai. Moi j'ai cette approche de géologue, aussi avec une version astrophysique. Donc, quand tout ça, je commençais à me plonger, il y avait des trucs, voilà, je suis perdu. Dans ma vision scientifique, je me disais, je comprends pas trop. Et puis quand j'ai commencé à faire les liens avec le corps, quand j'ai commencé à discuter aussi avec Edith, tout ça, tout au début, dire, qu'est-ce que moi je peux voir dans la formation de l'univers et dans la formation de la Terre. Et il y a une histoire de densité, puisque quelque part, Edith, tu l'as peut-être pas forcément exprimé, mais le corps physique très dense, et on parle des corps subtils, donc c'est de moins en moins dense, et de moins en moins palpable pour nous, dans lequel ça c'est dense, puis en fait, il y a les corps subtils qui sont moins denses. Et je me suis dit, tiens, mais en fait, dans la formation de l'univers, il y avait aussi, je vais pas faire de l'astronomie maintenant, mais différents éléments liés à différentes créations par les étoiles de ces différents éléments, et de l'évacuation des éléments les plus légers vers la périphérie du système solaire depuis le Soleil, et des éléments les plus lourds proche du Soleil. Donc on a aussi quelque chose en partant du Soleil, en partant du centre, où on va vers quelque chose de moins en moins dense dans la constitution des planètes, la constitution des éléments, et même jusqu'à les confins de l'univers, où quelque part après on va vers
vers du vide, en tout cas, où la matière physique ne s'observe que très rare. Et puis après, si on sort je sais pas si, qu'il y avait dans la surface des continents en étudiant la géologie mouvante des rivières et des montagnes qui s'érodent et qui se perpétuent, où je me suis dit, en fait, ces mouvements-là, on les observe dans les corps, on les observe dans les fœtus, je voyais vraiment les mêmes formes. Donc ça m'a questionné de me dire, ok, il y a une structure qui est la Terre, est-ce que je m'en détache en disant, c'est la Terre, voilà, c'est cette constitution. Ah oui, mais moi j'ai une constitution, et puis quand j'ai commencé à percevoir ces corps subtils, je me dis, ah oui, mais il y a quelque chose de similaire. Et ça m'a, tous ces mouvements, je vais rapidement, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je me suis dit, tiens, il y a des spirales partout. Il y a des spirales partout, et après je dis, ah mais chakra c'est quoi? Chakra c'est roue, chakra c'est spirale, c'est le cycle. Donc je me suis dit, tiens, et la vision des chakras, ou après même on peut les sentir, c'est des cônes, donc des vortex qui partent vers l'avant et qui partent vers l'arrière. Je me suis dit, ça c'est dingue, même dans les choses subtiles que je ne vois pas, parce que je peux arriver à regarder les mouvements des nuages, ou les mouvements des magmas, ou les mouvements des gens qui bougent, etc. Et je veux dire, dans la perception des corps subtils, il y avait ce truc-là. Je vais juste vous montrer une minute d'une petite vidéo qui montre en fait ces interfaces, parce que je ne sais pas si Eddie en parlera un petit peu après, mais ce qui était intéressant, c'est de dire du corps physique au corps subtil, c'est quoi l'interface? Alors je dis, ah oui, il y a les chakras, et il y a aussi ce qu'on appelle les tissus conjonctifs, les fascias. Je vous montrerai juste une image après, et puis je leur redonnerai la parole à Eddie. Et je me suis dit, tiens, ça c'est une interface, pour passer de quelque chose à autre chose. Et je me suis dit, tiens, mais la Terre, elle fait pareil en fait. Elle fait pareil parce que si vous regardez, les magmas, ils bougent. Ça, c'est le mouvement de l'océan. C'est la NASA qui a pris ça sur plusieurs années en analysant les mouvements à la surface de tous les océans. Donc il y a des spirales, il y a des vortex, parce que on peut imaginer qu'ils sont en profondeur. Il y a des points énergétiques, toujours au même endroit quasiment, qui évoluent peu. Ça m'a fasciné, je me suis dit, il y a aussi des points comme ça d'interface entre ce qui se passe sous la Terre, par la chaleur terrestre, ce qui se passe dans l'atmosphère, avec les masses d'air qui évoluent, et l'eau qui est ce lien entre les deux. Et je me suis dit, quelque part, il peut y avoir je peux imaginer la Terre avec des chakras, quoi. Je peux imaginer la Terre avec des points énergétiques, et je peux imaginer la Terre qui a aussi ses couches et ses interfaces pour transmettre de l'information ou transmettre de l'énergie d'un plan à un autre. C'est ça la similitude. C'est juste l'image des fascias. Zut, elle n'est pas très grosse. Je ne sais pas si vous voyez. Et la NASA a aussi fait on a calculé en fait la forme de l'univers par rapport à tout l'éloignement des galaxies, etc. Et voilà ce que donne la structure de l'univers, calculés c'est des gros ordinateurs, des calculs qui durent plusieurs mois, sur l'agencement entre toutes les galaxies, entre toute la structure de l'univers. Si tant est qu'on puisse là. Je me suis dit, c'est dingue. Il y a un lien, il y a une interface, il y a de la structure, il y a de la spirale.
Et c'est là que je me suis dit, bon, bah, faut expérimenter, pas seulement dans ma théorie et dans ma façon de dire, bah, qu'est-ce que je sens, moi? Et qu'est-ce qui se passe, en fait, entre ces plans? Peut-être on va y revenir, mais il y a quelque chose pour moi, en tout cas, du transfert d'informations, du transfert d'énergie d'un plan à un autre. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet d'avoir une assise géologique, cosmologique, astronomique, à ce que nous, on retrouve dans les corps subtils, dans la bioénergie, voilà, au niveau de l'anatomie ésotérique du corps, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Hein. C'est un des principes alchimiques qui nous dit que le microcosme est relié au macrocosme. Oui, et donc c'est vraiment ce qui montre. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet de nous dire qu'on divague pas trop quand on est sur ces principes de circulation spiralée, de centre spiralé, de roues que sont les chakras, ou de densification des choses jusqu'au physique, voilà, sur ces différents principes de strates qu'on retrouve dans les corps subtils et qui sont en parallèle avec la planète Terre, ou la réticularité, l'aspect en réseau comme ça du cosmos, de l'univers, et celui qui est au niveau des tissus conjonctifs et des fascias. Donc voilà, c'est intéressant de voir qu'on est vraiment dans des parallèles forts. Et donc c'est pas juste une vue de l'esprit, c'est quelque chose qui est analogique, qui est lié à plus grand que soi et à d'autres règnes. Alors, pour reprendre sur la dimension humaine, nous étions en Inde, et Steiner nous dit les initiés de l'Atlantide, ensuite, ces connaissances-là, ont migré vers la Perse antique, notamment via Zarathustra, et enfin vers l'Égypte, vers la civilisation égypto-chaldéenne, nous dit-il. Et il nous dit notamment qu'un des... alors ça, ce sont des images, pour vous dire rapidement, pour replacer géographiquement un endroit possible, probable, de où était donc la Lémurie. Voilà. On a retrouvé des choses, des ruines sous l'océan. Et voilà à quoi ressemblerait l'Atlantide selon les visions d'Edgar Cayce, qui est un médium, voilà, qui nous livre comme ça brut ce qu'il voit. Et puis là, c'est un architecte espagnol qui s'est donné la peine de représenter l'Atlantide à partir des visions de ce médium. C'était aussi décrit comme ça par Platon, excuse-moi. Oui, pour le Timée de Platon. Et donc, nous arrivons à Thoth, qui, donc dans l'Égypte antique, nous dit Steiner, était un survivant de l'Atlantide. Alors bon, il faut vraiment prendre des pincettes et des gants, hein, encore une fois. Thoth, c'est une divinité. C'est le dieu à tête d'ibis, mais c'est aussi un collectif d'humains, un collectif de prêtres. D'un point de vue anthropologique, à l'époque, nous n'avions pas la même vision de l'individu. Et par exemple, nous pouvions signer Thoth, toute une génération de prêtres pouvait signer Thoth, des livres, des textes, il y a 42 livres, il me semble, parce qu'ils appartenaient à un collectif de penseurs, à une voie, à une école initiatique. Voilà. Donc un petit peu pour ramener sur des choses un peu plus tangibles. Après, ce qui est intéressant, c'est d'explorer les symboles. Donc Thoth est un dieu à tête d'ibis. Pourquoi ? Parce que l'ibis est l'oiseau qui distingue l'eau croupie de l'eau potable. Donc c'est un peu le symbole du savoir, de la connaissance, de la claire vision, de voir clair. Alors,
Thoth, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit qu'il est né du dieu Ra, le dieu soleil, hein, le dieu tutélaire, le dieu principal du panthéon égyptien, et d'une naine. Pour l'instant, je vous dis ça, et je vous dis rien d'autre, mais ça a son importance. Et qu'il crée le monde par le Verbe, etc. On nous dit aussi que Thoth est l'inventeur de l'écriture et du langage, qu'il incarne l'intelligence et la parole, qu'il connaît les formules magiques auxquelles les dieux ne peuvent résister, qu'il est capable de déchiffrer que si on peut déchiffrer les formules magiques du livre de Thoth, on peut même surpasser les dieux. C'est le dieu des sciences, de toutes les sciences. On ne peut pas se dire scientifique à l'époque sans faire des offrandes à Thoth. Donc il connaît tout et comprend tout. Il est le maître de la connaissance et il est chargé de la diffuser. C'est lui qui aurait inventé l'écriture, nous dit-on. Et on nous dit également qu'il a une personnalité absolument exécrable, une supériorité intellectuelle, qu'il est ennuyeux, présomptueux, pompeux, qu'il a toujours des formules alambiquées, des tons empruntés, qu'il agace tous les autres dieux. Et, chose intéressante par rapport à la géobiologie, à la géométrie sacrée, à l'art des bâtisseurs, on nous dit aussi il est l'auteur des plans des sanctuaires des dieux, car lui seul sait tracer des plans et orienter les bâtiments. Donc c'est intéressant parce que moi j'avais cette curiosité de me dire mais la géobiologie par exemple, l'art des énergies dans les lieux, de construire des lieux en fonction de tel azimut, de telle orientation, mais d'où ça vient? Moi j'avais un peu cette obsession des origines. Et donc voilà, je propose des éléments de réponse. Alors après, en quoi cette science égyptienne est-elle un art de guérir? Eh bien, dans l'école initiatique où nous avons été en Suisse, je l'appelle comme ça, en fait c'est juste des stages de bioénergie et de géobiologie. Pour moi, ça a vraiment été une école initiatique. Et je la considère comme telle parce qu'elle vient puiser dans ces traditions-là, et toutes celles que je vais évoquer jusqu'à la fin de la conférence. Et donc, en quoi la science des pyramides est-elle un art de guérir? Eh bien, ce que nous faisons dans ces stages, dans ces cycles de formation, c'est que nous expérimentons des méditations dans des pyramides. Donc des pyramides à base 3, 6, 9, 10, il y a peut-être 8, oui, il y a différentes séries, donc il me semble que ça fait 3, 6, 12. Voilà, on a 3 types des pyramides avec des bases qui sont différentes. On a 4, 8, 16 et on a une série qui est 8, 9, 10. Et donc on expérimente, en inspiration avec cette sagesse égyptienne, des méditations à l'intérieur de petites pyramides, juste faites avec du bois ou des tiges hein, qui ne sont pas planes, hein, qui sont complètement vides. Et donc on peut ressentir effectivement que ces formes, donc ces ondes de forme, ont un impact sur le ressenti. Donc il y avait une alchimie égyptienne qui consistait à faire 3 œuvres, c'est-à-dire 3 processus initiatiques, qu'on appelle l'œuvre noire, l'œuvre blanc et l'œuvre rouge. Et donc ce sont des outils qu'on peut utiliser pour l'auto-guérison, parce que qu'est-ce que ce processus alchimique? En bref, c'est aller voir l'ombre, aller voir ce qui est occulté, ce qui est inconscient, hein, parfois lié à l'aspect ancestral, hein, notre psychogénéalogie, voilà.
le transgénérationnel. Ensuite, œuvre au blanc, aller chercher un point lumineux. Hein. Certaines pyramides, quand on médite dedans, nous donnent la sensation de monter, de nous élever, d'être léger, de planer, etc. À quoi ça sert? À être inspiré, à contacter un point lumineux, un plan supérieur pour voir les choses différemment, pour mettre la lumière sur une zone d'ombre en soi. Et puis œuvre rouge à la fin, sur troisième pyramide, ce sont à chaque fois des pyramides qui ramènent au corps, qui ramènent au quotidien, au concret, à la réalité, pour intégrer l'expérience vécue. Voilà. Donc c'est un petit peu ça qui nous a été légué par la science alchimique égyptienne, et c'est en ça que pour moi c'est aussi un art de guérir. Ça se retrouve aussi dans tu parles de l'art des bâtisseurs, dans les cathédrales, donc qui étaient peut-être sur des lieux romans, des lieux de culte païen, où il y a des points comme ça qui étaient très terriens d'ailleurs, qu'on dit c'est des couleurs rouges pour ramener à la terre, puis des points qui peut être le cœur de la nef, où là c'est le prêtre qui était là pour ouvrir sa connexion au divin, ramener l'information, la bonne parole, qui après peut-être a été déformée, mais en tout cas il y a l'utilisation de ces lieux pour connecter au divin ou se ramener à la terre et ensuite réinformer quelque part nos zones d'ombre. C'est ça le processus d'auto-guérison. Il y a un truc de réinformation. Ces lieux peuvent aider à ces processus d'auto-guérison. Et donc ce qu'on vous dit là n'est pas... Oui. Excusez-moi. J'avais entendu dire qu'apparemment d'être dans une certaine partie de la pyramide, un tiers ou deux tiers, je sais pas, c'était pas très bon pour le corps apparemment. Oui. Alors, je sais pas si ça rejoint un petit peu. Oui, alors ça c'est ce qu'on appelle les flèches secrètes en Chine, qui est connu dans le Feng Shui, c'est-à-dire qu'on a des ondes de forme qui sont compressives et qui créent des pointes. On peut sentir des pointes, même si j'ai ça, je peux sentir ici une pointe piquante qui est comme le corps énergétique de cet objet. Et donc on a la même chose aux deux tiers de la pyramide. Et donc effectivement, ça peut être vu comme quelque chose de négatif. En fait, ça dépend comment on s'en sert. D'un point de vue bioénergétique, on s'en sert pour comprimer le corps énergétique et pour favoriser la mise à la terre des charges. Comme une éponge qu'on presserait pour évacuer le trop-plein, les excès d'énergie là où il y en a, etc. Donc, oui et non. En fait, ça dépend quelle est la visée. Voilà. Donc c'est intéressant de voir que c'est pas complètement exotique ce que je vous raconte au niveau des pyramides. Saint-Antoine l'Abbaye, c'est Saint-Antoine l'Égyptien, hein. Je ne sais pas si vous savez, mais Saint-Antoine c'est un Égyptien, c'est un prêtre, un moine chrétien d'Égypte au 2e ou 3e siècle après Jésus-Christ, qui a créé le premier ordre monacal. Donc c'est lui, c'est à lui, c'est en son honneur qu'a été nommé comme ça Saint-Antoine. Et donc Saint-Antoine l'Abbaye est construite sur la coudée royale égyptienne. Donc cette science de la géométrie sacrée, des lieux sacrés qui sont bâtis sur des proportions spécifiques pour avoir un effet sur les corps subtils de l'homme, c'est là partout, autour de nous. C'est pas purement exotique et ésotérique ce que je vous raconte, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la connaissance primordiale, qui est pour moi anthropologique. Et c'est pour ça que ça me passionne, c'est que j'ai fait de l'anthropologie des religions. À un moment donné, je me suis aperçu que les anthropologues universitaires s'en foutaient complètement. Alors que quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut avoir un discours sur l'humain et sur la connaissance primordiale
l'universel chez l'humain, l'invariant, sans s'apercevoir de ce qui est sous nos yeux et de ce qui est partout sur la planète Terre, les grandes lois, l'art des bâtisseurs, etc., le rapport entre géométrie sacrée et alchimie intérieure. Donc moi, c'est vrai que, quelque part, j'étais en colère, et c'est aussi pour ça que je fais ces conférences, c'est pour dire, mais attendez, on ne peut pas passer à côté de ça, c'est juste trop gros, quoi. Et donc voilà, c'est mon plaisir de partager ce que j'ai humblement redécouvert tardivement, quoi. Donc, quelque part, la géologie, pareil, je suis formation universitaire, et je me disais, je comprends les paysages, je les vois, je peux le mettre de manière analytique, puis à un moment donné, je me disais, moi, je ne me sens pas pareil au sommet d'une montagne, dans le fond d'une vallée, près d'une rivière, il y a quelque chose de différent. Donc, à quoi c'est lié? Alors après, je pouvais dire oui, c'est l'humidité ou machin, le vent, le bac. Mais avec cette approche-là de la géométrie sacrée et de la science des bâtisseurs qui se sont placés à certains lieux, c'est en allant tester ces différents lieux, en disant « Ah oui, à cet endroit, il y a quelque chose de particulier ». Du coup, on va bâtir en fonction pour aussi révéler ce qui est là. Au niveau des énergies de la Terre ou cosmiques pour certains. Est-ce que on est à peu près on va passer un peu la moitié. Est-ce que vous voulez juste vous lever, bouger un peu ça va d'être sur la chaise. Peut-être je sais pas, t'allais passer à un autre chapitre. Ouais. Peut-être juste pour faire une micro-pause. Ah oui, avec plaisir. C'est juste pour faire autre chose. Si vous voulez, vous pouvez juste vous lever. Écoutez, c'est juste une petite chose pour vous faire écouter. Peut-être pour vous, peut-être vous avez déjà expérimenté que les chakras, on sent les couches, comme ça, on sent des densités. Ça vous parle pas du tout, ce ressenti, mais il y a quelque chose qui est intéressant, ça donne de mettre comme ça, comme ça, voilà, le son. Ça c'est juste un appareil qui s'appelle le Sonotest. C'est une fréquence fixe, je crois de 1900 Hz. C'est très cristallin comme son. Et quand on passe devant les chakras, ou sur d'autres phénomènes, on l'utilise aussi en géobiologie pour les cheminées cosmotelluriques, les lignes telluriques, etc. On entend une différence d'intensité. Ça ne change pas la fréquence, mais l'intensité du son peut augmenter ou diminuer. Ça nous renseigne aussi sur qu'est-ce qui se passe pour les chakras délit, si ils sont plutôt augmentés ou diminués. C'est-à-dire dense ou au contraire un peu vide, quoi, un peu vaporeux, éthéré. Pardon. Je vais faire écouter, je vais partir on va pas faire le chakra corona ni le chakra racine, mais juste voilà, on va passer. Ouais. En remontant une dernière fois. Vous entendez la variation? Chakra indigo. Non, enfin, c'était très clair pour moi d'entendre. Il y a des physiciens qui mesurent les champs magnétiques du corps humain. En fait, moi qui suis scientifique, physique, géologie, ce qui m'a choqué quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, je me suis dit, en fait, on est très intéressé par le visible, par tout ce qui est électrique et magnétique ou électromagnétique. Et du coup, l'étude, c'est ce que dit aussi Cardino, c'est que l'étude des champs vibratoires ou des ondes sonores
certaines gammes de fréquences. On n'a pas d'appareil de mesure sur certaines gammes de fréquences. Les cartes son des ordinateurs ne montent pas à plus de 22 GHz. Il y a un domaine où en fait c'est inconnu. Et la recherche là-dessus, si vous commencez à dire est-ce que des gens ont cherché là-dessus, il n'y a rien. C'est fatigué, non? Oui, mais sur une science alternative, on va dire. Lui, il est quand même d'un esprit scientifique, mais il y a pas tant d'études que ça sur l'aspect sonore. Et Et la quantification aussi. après, il y a la quantification. Parce qu'on parle bien champ magnétique de la Terre, et donc ils Ouais. l'ont étudié, mais pourquoi le corps humain, les gens ne vont pas plus Ouais, loin? On parle toujours de chakras, mais ils s'y penchent pas. Ouais. Pourtant, il y a des gens qui étudient que le cœur génère un champ électromagnétique, le cerveau aussi, même au niveau de la cellule, il y a un micro-potentiel électrique. C'est étudié, mais ça reste dans la matière physique. Mais aujourd'hui, je pense que c'est en train de bouger, puisque la physique quantique, elle montre bien que c'est aussi des histoires de densité, que c'est le noyau, qu'un électron qui tourne autour du noyau à une certaine fréquence, à une certaine vibration, crée la densité. Et qu'en fait, si ça vibre plus haut, ça sera moins dense. Et nous, on est à un niveau, finalement, la densité d'une vibration basse. Et plus on monte en fréquence, donc plus on vibre, plus les fréquences des chakras aussi sont hautes. Ça, c'est aussi, si on ne va pas le faire peut-être maintenant, et il y a le temps de dire pas mal de choses encore, mais on teste avec certains appareils les fréquences dans le corps et on ressent effectivement que les basses fréquences, on va les sentir plutôt dans le bas du corps, et les fréquences plus hautes, on va les sentir dans la gorge, et puis après on peut sentir même au-dessus. C'est étudié, mais il y a toute cette confrontation entre la science, on va dire, très rationaliste classique et la science un peu alternative, alors que tout ça c'est complémentaire. Ça devrait s'entraider, quoi, à mon sens. Stéphane Cardino, il n'a jamais tenté de publier ses résultats dans des journaux connus. Je pense qu'il a tenté. C'est pour ça qu'après il a écrit des bouquins. Il a posé toute son information. Il a dit faut que je la pose quelque part. Après, pour moi, ces bouquins, c'est un gros niveau scientifique. Enfin, c'est un gros niveau technique en tout cas, de travail, quoi. Avec une volonté de rendre reproductible et mesurable les perceptions du subtil. Mais il l'a fait à sa manière aussi. Et aujourd'hui, il utilise ce qu'ils appellent les machines quantiques pour essayer de montrer tout ça. Mais la machine quantique, si on part du principe que l'observateur influence l'expérience, la machine aussi, on va dire, bah ouais, mais elle est pas fiable dans toutes les conditions. Mais pourtant, elle montre des choses. Et ça, il essaie d'utiliser des choses. Mais bon, voilà, après... En fait, lui, il s'en fout, je crois. À un moment donné, il dit, ça intéresse les gens, ça les intéresse pas. Et puis, il ne va pas se batailler pour publier. Il a suffisamment été décrié, et puis après, il va vers là où pour lui, ça fait sens. Et il a transmis. Il a formé, je sais pas combien, 2 ou 3 000 personnes, quoi. Donc, sur l'ensemble de ses stagiaires, c'est énorme. Donc il a transmis ça, et puis chacun en fait ce qu'on veut. Nous, on dit pas qu'il y a ça, on dit pas Cardino radis, hein. Mais il nous a utilisé il nous a donné des outils. Et c'est ça aussi l'intérêt qui était proposé demain pour le stage, c'était de transmettre ces outils. Chacun se les approprie. Et pardon, digression. Non, mais c'est intéressant de digresser. Donc, aujourd'hui, il y a une discipline qui s'appelle l'archéoacoustique, une discipline à part entière, avec une revue qui s'appelle Time and Mind, qui étudie spécifiquement les qualités acoustiques des lieux sacrés. Et ils se sont aperçus que
qu'ils avaient tous des qualités acoustiques très précises, avec des fréquences extrêmement précises, etc. Donc voilà, c'est pour ça que le corps énergétique a une composante acoustique, comme vous l'avez entendu, hein. Il y a des densités, le son est étouffé quand il passe devant un chakra, etc. Et les lieux sacrés ont des caractéristiques acoustiques aussi. Vous comprenez bien l'interaction entre les deux, c'est juste... Vous pouvez taper sur internet grotte de Barabar. C'est des formes très très simples, enfin très très simples de prime abord. Et en fait c'est juste des grottes qui ont été taillées mais à des dimensions avec une précision de l'ordre du millimètre d'un bout à l'autre de la salle. Aujourd'hui on ne sait pas faire aussi précis. Et il y a des propriétés acoustiques exceptionnelles là-dedans. Et de fréquences précises, 800 Hz, 1000 Hz, etc. Pour moi ça reste fascinant. Et ça aurait au moins 3000 ans. Quoi. C'est à quel endroit? C'est en Inde. Taillé dans du granit type andésite, donc c'est-à-dire une des roches les plus difficiles à tailler. Quoi. Et si on branche un oscilloscope sur un sonotest, on peut carrément avoir de l'imagerie de tout ce qui est énergétique, éthérique, etc. Donc ça peut aller très loin, et beaucoup de gens qui font ça dans leur coin. Nous, tout ce qu'on fait en bioénergie et en géobiologie, hein, quand je cartographie l'aura d'une personne, ou quand on fait des relevés des énergies des lieux dans les maisons, ce qu'on fait, c'est en double aveugle. C'est mesurable au centimètre près, et c'est reproductible en double aveugle. Sauf que pour que ça devienne une science, il faut que ce soit falsifiable. C'est ça les trois caractéristiques d'une science. Mesurable, reproductible, falsifiable. Et cet aspect falsifiable, il n'existe pas dans les arts énergétiques. Mais nous, quand on dessine, qu'on trouve un phénomène énergétique dans une pièce, on lui donne une couleur qui correspond à là où on la ressent dans le corps, au niveau des chakras, on lui donne une orientation, et parfois une forme, etc. Après, on compare nos deux dessins, on trouve exactement la même chose au même endroit, de la même couleur, de la même forme, etc. C'est juste dingue. Donc, à un moment donné, nous, ça ne nous intéresse pas de faire du charlatanisme ou des trucs complètement mystiques, ésotériques, barrés, sans principe de réalité. On a tous les deux un bagage scientifique. Moi, j'ai fait 8 ans d'études. J'ai besoin de concret, quoi. J'ai encore besoin de prouver que ce que je fais est efficace, etc. Quand c'est des bilans bioénergétiques, je m'arrive de pouvoir raconter la vie des personnes, de sentir à travers leurs vêtements à quelques centimètres là où il y a eu des opérations chirurgicales, etc. Ou de dater les choses avec précision, donner l'âge de certaines personnes, voilà. Donc c'est vraiment d'inspiration scientifique, même si c'est un art, hein, et ça ne se veut pas une science. On retrouve juste pareil, moi, une autre complémentarité, c'est moi j'ai plutôt travaillé sur les lieux. Et pareil, on peut retrouver, en utilisant les perceptions du corps, les courants d'eau, donc où est l'eau, à quelle profondeur. J'étais allé dans une maison, je me disais, l'eau là, et en fait le gars m'a dit, effectivement, c'est tous les drains, tous les drains qu'il avait fait dans sa maison et autour de la maison pour assainir, j'étais tombé dessus. Et là je me dis, ah bon, ok. Donc ça valide quelque part ces ressentis-là. Et puis voilà, après des fois on peut se tromper sur l'interprétation, mais la science fait que ça depuis des millénaires. Mais le fait, l'observation est là. Donc tout ce qu'on vous raconte là, c'est la science, ça s'appelle, Rudolf Steiner, la science de l'occulte. Parfois il appelle ça la science spirituelle, la science ésotérique. Il essaye vraiment de croiser science et conscience, ou en tout cas science et approche plus subtile ou plus évolutive de l'être humain, etc. Donc c'est vraiment intéressant de tenir le monde par les deux bouts, par un aspect plus masculin qui veut prouver, mesurer,
avec des protocoles, des expérimentations, et puis un aspect aussi plus du ressenti, du subtil, de l'intuition, voilà. Et du coup, pour revenir au maître de l'énergie, en disant un peu le déroulé, et dire ok, là on part en fait finalement de l'Atlantide pour essayer de remonter. Moi j'avais fait un peu le chemin inverse en me disant tiens, ils tiennent d'où leur connaissance là, ces personnes au Moyen-Âge, les bâtisseurs de cathédrales, en fait ça vient d'où? Et puis après, et les Grecs en fait, parce que si vous allez en Grèce, enfin, voilà, c'est pas très loin. On tombe sur des lieux où on sent des choses assez fortes aussi. Et mais tiennent d'où ces connaissances des lieux, c'est les connaissances des... Voilà, je sais pas où t'en es exactement. Je suis à Hermès. Voilà, et donc en fait c'est toujours en fait, ces connaissances. Et c'est là qu'on parle de voie d'initié ou d'école de connaissances. Et je crois qu'on est à une époque où aujourd'hui on n'a plus besoin que ça soit de l'occulte, on n'a plus besoin que ça soit... ça peut être à disposition de tous et chacun en fait ce qu'il veut, quoi. Alors justement, comment c'est arrivé jusqu'à nous, en Europe et en Occident? Eh bien, de l'Égypte antique vers la Grèce antique. Et notamment, on est à Grenoble, et il me semble que c'est pas très loin d'ici qu'a été déchiffrée la pierre de Rosette par Champollion. À Vif, alors. C'est ça, à Vif, Ouais. voilà, donc à quelques kilomètres d'ici. Et que nous dit donc la pierre de Rosette en 196 avant Jésus-Christ? C'est une pierre qui est un décret de l'assemblée des prêtres égyptiens. Donc c'est une gravure, et elle nous dit Hermès Trismégiste est issu de la fusion de Thoth et d'Hermès. Donc on a une perpétuation de ces savoirs et ces connaissances atlantes via Thoth vers le culte d'Hermès, les écoles initiatiques d'Hermès, et ce qu'on appelle l'hermétisme, les principes hermétiques. Oui, c'est ce que j'allais dire, l'hermétisme. Ouais. Ok. Et donc, voilà, je vais vous parler de ce que sont ces principes hermétiques, parce que pour moi, aujourd'hui, beaucoup de choses qu'on retrouve dans le New Age, dans la spiritualité, etc., en fait, viennent de là. Et c'est vieux de du coup 2200 ans. Et alors ça a été traduit dans un ouvrage qui s'appelle le Kybalion, Kybalion, étude sur la philosophie hermétique de l'ancienne Égypte et de l'ancienne Grèce. Donc c'est une extrapolation à partir de la table d'émeraude, qui est le principe alchimique. Donc comment faire du plomb, transformer du plomb en or, etc. Et en fait qui est aussi une approche spirituelle, ésotérique de l'évolution personnelle. Et donc elle a été extrapolée en 1908 par un groupe qui se fait appeler Trois Initiés. C'est un courant qui s'appelle la Nouvelle Pensée, courant américain, début du siècle dernier. Et donc, il nous explicite un petit peu ces 7 principes. Premier principe, principe de mentalisme. Tout est esprit, l'univers est mental. Alors, ce que je donne souvent comme exemple paroxystique de ça, c'est le livre des morts tibétains, qui nous dit la puissance du mental, la puissance de l'intention, on est conditionné par le mental, etc. etc. Mais même dans l'aspect créateur, et dans l'aspect à quel point on est co-créateur de la création, à quel point on a presque un Dieu intérieur, une potentialité divine qui nous permet de créer à la mesure de notre mental, c'est que le livre des morts tibétains nous dit, en fonction de notre croyance, dans notre vie terrestre, sur ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas après la mort, ça adviendra. Si je crois qu'il n'y a rien après la mort, peut-être que pour moi il n'y aura rien après la mort. Si je crois en la réincarnation hindoue, effectivement peut-être que je vais la vivre et que je vais me réincarner en chimpanzé.
Et si je crois en une réincarnation anthroposophique, ben, ce ne sera pas possible. Si je... voilà, il y a vraiment cette puissance du mental qui fait que, même en géobiologie, en bioénergie, on ne peut sentir que ce qu'on connaît. C'est juste dingue. On a besoin de connaître, de savoir ce qui existe dans l'aura autour d'un corps, ou dans la nature, dans une maison, etc., comme type d'énergie, pour pouvoir les détecter. Donc c'est vraiment le conditionnement par le mental, même au niveau du ressenti. Principe de correspondance. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Je ne rentre pas dans le détail, parce que je pense que Bastien a suffisamment bien prouvé ce principe entre la galaxie, l'univers, et puis les fascias, le tissu conjonctif. Bon, voilà. Principe de vibration. Le mouvement se manifeste partout dans l'univers. Rien n'est à l'état de repos. Tout se remue, vibre et tourne en rond. Donc, les différentes existences entre les diverses manifestations de la matière, l'énergie, l'âme et même l'esprit sont la conséquence d'une proportion inégale de vibrations. Plus grande est la vibration, plus haute est la position sur l'échelle. C'est la notion de fréquence vibratoire, etc. Ainsi, le tout serait à un niveau infini de vibration, pratiquement en repos. De même qu'une roue qui tourne avec grande rapidité paraît arrêtée. La transmutation mentale est décrite comme étant l'application pratique de ce principe. Transformer un état mental en un autre consiste à changer son niveau de vibration. Certains y arriveront par un effort de volonté, mais le faire de façon délibérée et consciente créera un état plus stable et donc plus souhaitable. Donc même en physique, quand on cherche la brique immobile au niveau nanoscopique, on cherche, on trouve les quarks, puis après on s'aperçoit qu'il y a encore des particules en mouvement, etc. On n'arrive pas à saisir une particule immobile dans le mouvement. Plus on va vers l'infiniment petit, plus on s'aperçoit que tout bouge, tout remue, etc. Et c'est des principes qui existent depuis 2200 ans. Le Bouddha appelait ça les kalapas. C'est dans sa méditation profonde, il a observé ça. Il a observé que tout ce mouvement de tout, quoi. Comme, qui disparaît, je ne sais pas comment le décrire, quoi. Mais en tout cas, cette impalpable particule infime, et il y en a qui ont appelé ça la particule de Dieu, mais qui finalement est insaisissable. C'est ce qui confronte aujourd'hui la physique des particules avec la physique ondulatoire, et la physique quantique essaie de relier un peu tout ça, quoi. Mais en fait, tout est complémentaire encore. 3 et 4, quatrième principe de polarité. Tout est double, tout a deux pôles, tout a deux extrêmes. La thèse et l'antithèse sont identiques en nature, mais différentes en degrés. Tout paradoxe peut être concilié, car ce qui semble opposé n'est en fait qu'une autre partie d'une même échelle. Le chaud et le froid n'ont pas de définition absolue et n'existent que l'un par rapport à l'autre. Le froid peut brûler, comme le chaud. De même, on a vu souvent la haine se changer en amour ou le contraire. Les extrêmes se touchent et se confondent. Cinquième principe de rythme. Il se manifeste dans toute chose un mouvement mesuré d'aller et venue, un flux et un reflux, un balancement en avant et en arrière, quelque chose de semblable au mouvement du pendule. Ce qu'on appellerait une oscillation aujourd'hui, ou un mouvement Ondulatoire. Ouais. Ondulatoire. Ouais, je cherchais un terme, mais j'en ai pas besoin, c'est pas grave. Principe de cause et d'effet. Sixième principe donc. Il existe une causalité pour tout effet produit et un effet pour toute cause. Tout arrive conformément à la loi, jamais rien n'arrive fortuitement, le hasard n'existe pas. Le hasard, ou la chance, n'est que le nom donné à la loi méconnue.
loi de causalité. Et septième et dernier principe, le principe de genre. Le genre existe en tout, le masculin et le féminin sont constamment en action. Le mot genre a une signification plus large et plus générale que le mot sexe. Le sexe est simplement une manifestation du genre dans le plan physique. Le principe de genre se manifeste en masculin ou féminin dans tous les plans du réel. Quelqu'un d'un genre sexuel n'a pas nécessairement le même genre mental. Je peux être un homme très féminin, ou une femme très masculine. Les deux genres coexistent en chacun de nous, comme dans le principe chinois du yin et du yang, manifesté en conscient-inconscient, je, moi. Et idéalement, les deux genres s'équilibrent parfaitement l'un l'autre. Le principe féminin tend constamment à recevoir des impressions, tandis que le principe masculin tend à les donner et à les exprimer. Le principe féminin travaille à engendrer des idées nouvelles, il assume le travail de l'imagination. Le principe masculin se contente d'assumer le travail de la volonté dans ses diverses phases. Équilibre doit être trouvé entre ces deux forces. Sans le féminin, le masculin agit sans retenue, sans ordre ou raison, ce qui n'engendre que le chaos. De l'autre côté, le féminin seul se répète sans cesse et n'arrive finalement à rien faire et s'achève dans la stagnation. Lorsque féminin et masculin travaillent de concert, c'est dans une pensée agissante qui amène la réussite. Alors, je ne voudrais pas choquer les féministes dans la salle, dont je fais partie, mais voilà, je ne parle pas des femmes quand je dis le féminin, je ne parle pas des hommes quand je dis le masculin. C'est bien des potentialités, des pôles en chacun de nous, que l'on soit un homme ou une femme. Donc ça c'est Hermès, le dieu Hermès, le dieu grec. Et à présent je voudrais vous parler de Pythagore. Alors le lien entre Hermès et Pythagore, c'est que Pythagore se disait la réincarnation du petit-fils d'Hermès ou du fils d'Hermès. Donc ma petite histoire par rapport à Pythagore, c'est vraiment une histoire de colère. Parce que on nous enseigne au collège le théorème de Pythagore. Ouais. À un âge où on est ado et on a besoin d'héroïsme, on a besoin de rêverie, d'imagination, de mythes, de légendes, de contes, de quêtes, etc. Et on nous saoule avec le théorème de Pythagore, qui est certes intéressant parce qu'il lie le triangle et le cercle, donc il a vraiment une fonction absolument passionnante pour un géomètre, mais pour la vie de l'âme d'un enfant ou d'un adolescent, pour moi c'est du mensonge par omission que de ne pas parler de qui était Pythagore, alors qu'il est quand même suffisamment pertinent pour être enseigné à tous les enfants de l'humanité terrestre. Alors Pythagore, c'est moins 600 avant Jésus-Christ. Il s'appelle comme ça parce que c'est Pythagoras, c'est celui qui naît sous les augures de la Pythie, l'oracle, donc qui est annoncé par la Pythie, qui est un oracle à l'époque. Et ce qui est intéressant, c'est que ce Pythagore, c'est un obsédé de l'initiation. Alors ça, on ne vous l'a pas appris au collège, j'imagine. Et pourtant, comment est-ce qu'il a pondu son théorème? Eh bien, avec 34 ans de quête spirituelle, 34 ans d'école initiatique dans tout le pourtour méditerranéen. À 18 ans, en moins 551, il va s'instruire à Lesbos. Il apprend que les âmes des hommes sont éternelles. Pardon, il est le premier à avoir dit que les âmes des hommes sont éternelles, que l'homme a deux âmes, l'une d'origine terrestre, l'autre d'origine divine. C'est un magicien qui fait des prédictions, qui reçoit des songes. Il dit que l'âme est immortelle, la transmigration des âmes. Et il va dans toutes les initiations possibles auprès des initiés de l'époque et dans les écoles de mystère. En Phénicie, en Égypte, en Chaldée, au mont Ida, à Thrace et à Delphes. Donc il va en Syrie, en Phénicie, il va à Tyr, à Byblos, il va, troisième initiation, en Égypte, vers 547 à Memphis, à Thèbes, à Diospolis, il va au sanctuaire de Zeus Ammon,
sous le pharaon Amasis. Il apprend la langue là-bas, au centre d'interprétariat. Il étudie la géométrie, l'astronomie des Égyptiens. Il est initié au mystère de Diospolis, à la doctrine de la résurrection d'Osiris. Les prêtres lui appliquent sur la cuisse le disque ailé d'Atumra en feuille d'or. Il est ensuite expulsé comme esclave ou prisonnier d'Égypte et il va à Babylone, chez les Chaldéens et les mages. Donc il est resté 22 ans en Égypte et 12 ans à Babylone. Voilà. Je vais pas plus loin, c'est juste pour vous dire que quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais dans quel monde on vit? Dans quel monde on vit? On nous parle de Pythagore, on nous livre une formule mathématique. Pour moi, c'est juste délirant de sélectionner, que l'éducation matérialiste sélectionne un grain de sable du désert et vous dise tiens, petit enfant, prends ça et continue ta vie avec. Alors que c'est complètement décontextualisé. Moi, ça me révolte. Ça me révolte parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de pathologies chez les enfants liées à la perte de sens, liées à voilà, l'absence de spiritualité ou qui est liée aussi à une forme d'absence d'héroïsme ou de quête ou d'initiation, tout simplement. On est dans une société où il n'y a plus de rite ordalique, on n'a plus de rite de passage. Et pourtant on enseigne les savoirs de certaines personnes qui ont passé toute leur vie à faire ça. Aujourd'hui on a beaucoup de problèmes sociétaux qui sont liés au fait que voilà, il n'y a plus de rite de passage à l'âge adulte, il n'y a plus de rite initiatique. Et donc il y a aussi une perte de sens, il y a beaucoup d'addictions qui sont liées à ça. Que ce soit les jeux vidéo, les drogues ou des comportements à risque ou autres, pour moi ça nous parle vraiment de ce qui se passe dans la société d'aujourd'hui. Je peux rajouter juste un truc, ouais. Après je sais pas trop par rapport à l'heure, mais moi ce qui m'a touché aussi par rapport à ce que tu dis, c'est en fait, à un moment je me suis dit, mais oui, on nous parle de ces mathématiciens, mais en fait c'était des philosophes. Ils cherchaient à comprendre la dynamique de l'univers, la mécanique des sphères, la musique des sphères. Et les mathématiques ont été un outil. Ah oui, en utilisant les nombres, etc. Je pense parce que les Égyptiens leur ont transmis aussi, ces philosophes grecs, à un moment donné, utilisons ces savoirs égyptiens, ces données-là qu'on nous a données, pour tenter d'expliquer quelque chose qui nous dépasse, notre lien à plus grand, et c'était ça la quête. C'était pas juste dire que la surface de triangle est égale à celle de l'hypoténuse, quoi. Ce qui est intéressant, hein. En même temps tu découvres ça en faisant de la géométrie, mais je pense qu'aujourd'hui la géométrie sacrée, enfin la géométrie, on me l'aurait transmise en disant regarde qu'est-ce que c'est toutes ces formes, à quoi elles servent, comment tu peux l'utiliser, comment tu peux les ressentir. Et ce qui est intéressant, une information là qu'on m'a transmise, j'ai pas bien vérifié encore, mais c'est que dans on retrouve ces formes de polyèdres réguliers et convexes qu'on appelle des solides de Platon, qui peuvent se décliner après en polyèdres non convexes. Bref, je ne vais pas rentrer dans le détail. Dans les structures des premières formes cellulaires dans la glande pinéale ou dans d'autres glandes. On retrouve de l'architecture polyédrique dans les formes primordiales de certaines cellules, qui a été décrit aussi dans la physique quantique, dans la structure du vide, où on retrouve des formes aussi polyédriques. La fleur de vie, c'est ça, c'est 64 tétraèdres en 3 dimensions, projetés en 2 dimensions, donne la fleur de vie. Mais c'est encore des polyèdres. Voilà. Ça fait 1h30 à peu près, hein, je te dis. On a commencé à moins le quart. Ah oui, d'accord. Juste pour voir comment
comment on peut laisser la place aux questions dans pas trop longtemps, quoi. Ok, ça marche. Comment on peut terminer un peu le chemin. Ouais, très bien. Ben, du coup, on va s'arrêter sur Pythagore. Pour conclure, voilà, il y a eu l'art de guérir par les lieux, comme on l'a montré avec l'apport de Thoth sur l'art des bâtisseurs, les ondes de forme et leur fonction par rapport à l'alchimie intérieure. Les 7 principes hermétiques, qui sont vraiment des grandes lois qui gouvernent l'univers, qui gouvernent les mondes subtils, qui gouvernent voilà, la façon d'interagir avec l'environnement, avec ce qui nous arrive tous les jours, et puis le féminin et le masculin en soi, etc. Donc c'est vraiment 7 principes qui sont très intéressants pour se guider dans la vie. Et puis Einstein, pour faire le lien entre aujourd'hui et Pythagore, Einstein nous disait si Dieu devait s'exprimer, le langage qu'il utiliserait, ce serait les mathématiques. Et parce que c'est un espèce de langage universel à tous les règnes, en quelque sorte. Comme tu disais, hein, les cristaux de glace, la géométrie des cristaux de glace, la fractalité du chou romanesco, le nombre d'or qu'on retrouve dans les proportions de la gamme musicale. Voilà, il y a énormément d'applications, et au niveau aussi des proportions du corps humain. Et puis on a la numérologie, dont Pythagore est un peu le précurseur. Donc Pythagore nous dit 1 est le point, 2 la ligne, 3 le triangle ou le plan, 4 la pyramide, le volume. 1 symbolise le point, le 2 la ligne, le 3 le triangle, le 4 le volume, le 5 les qualités et les couleurs. Donc quand on parle de qualité à cette époque-là, je pense que c'est les 5 éléments, hein. On est sur l'air, l'eau, le feu, la terre et l'éther. L'Akash. Ou l'Akasha, tout à fait chez les Indiens. Le 6 l'âme, le 7 l'esprit, la santé et la lumière, le 8 l'amour, l'amitié, la ruse et l'intellection, le 10 la perfection. Donc C'est le 9. Non, c'est le 9 en fait. Le 9 là-bas, T'as dit 8 et t'as pas dit 9. T'as dit le 10. ouais. Mais alors peut-être qu'il ne parlait pas du 9. Parce que je sais que Pythagore ne mangeait pas d'œufs. Ah, c'est pas une blague, hein. Ça va le dos, là. Non. Je suis désolé, 9, ça se disait pas 9 en grec, mais... À mon avis, c'est pas le 10. Le 9, c'est de perfection, puisque le 10, c'est le 1. Il n'y a pas de zéro. Enfin bref, on va pas rentrer dans la numérologie en détail. Mais en tout cas, on retrouve les histoires de nombres, les histoires de formes géométriques, les histoires d'éléments, les histoires de chakras, et toutes les traditions, on peut extraire toutes ces choses-là de quasiment toutes les traditions, dit avec des mots différents, des symboles un peu différents, mais globalement avec les mêmes choses. Pour moi, le 1, c'est l'unité. Le 2, c'est la polarité. Le 3, c'est la Trinité, qu'on retrouve aussi, par exemple, dans la culture celte, avec le triskel. Il y a 3 éléments, hein, la signification du triskel. C'est l'eau, l'air et le feu. Le carré, c'est la structure, c'est la stabilité en numérologie. Le 5, c'est, pour moi, ce serait plutôt là qu'est la quintessence. Donc, comme on l'a dit, hein, la quintessence, donc c'est la maîtrise des 5 éléments pour arriver à trouver l'équilibre ou presque l'or en soi. Ce qui est intéressant avec cette notion de numérologie et de 5, par exemple pour la quintessence, c'est qu'on la retrouve aussi dans notre culture occidentale. Par exemple, le dragon, hein, dans la mythologie du Graal, etc., il crache du feu, il a des écailles,
O, il a des ailes, R, il est toujours dans une grotte, sous la terre, et il cache un trésor. Qu'est-ce que c'est que ce trésor ? C'est l'éther, c'est l'énergie, c'est la maîtrise de l'énergie, de ce cinquième élément en quelque sorte, qui est aussi important que les 4 autres, ou qui résulte de l'équilibre des 4 autres, etc. Voilà donc pour le trésor. Donc le 6, pour moi on est plus sur quelque chose d'équilibre. Pour moi le 6 c'est l'équilibre entre le triangle qui va vers le haut et le triangle qui va vers le bas. Pour moi le 6 c'est le cosmotellurisme. C'est être un humain entre terre et ciel. C'est ça que ça représente. Hein. Il y a la Merkaba, c'est l'étoile de David, hein, qui existait déjà en Inde, qui portait un autre nom. Donc plusieurs traditions. Voilà. Et après on a le 7 qui est plus lié à la spiritualité, à la création, hein, aux 7 jours de la création, etc. Donc on va dire que c'est le niveau de la spiritualité créée, hein, sur Terre, tangible, matérielle, concrète. Et ensuite on a le 8 qui vient nous parler du plan divin. Hein. Même au niveau des... on a l'infini du 8 aussi, ce qu'on appelle la lemniscate. Et puis le 8 c'est un peu l'inaccessible, hein, le plan divin. On ne peut pas en parler, on peut parler de spiritualité un peu, on peut essayer humblement, mais il y a vraiment dans le 8 quelque chose qui va au-delà, même au niveau des chakras. On a 7 chakras, puis après au-dessus de la tête, ça devient plus compliqué de parler de ce qui se passe sur les plans supérieurs, au niveau de la hiérarchie. Et puis le 9, moi je l'ai surtout vu dans le chamanisme de Sibérie par exemple. Il y a 9 ciels, ou 9 cieux. Donc je pense qu'on est là dans quelque chose de plus au niveau des étapes, d'une hiérarchie, d'une stratification. Le 10, moi je le lis plus à la loi. Voilà, l'aspect des commandements ou l'aspect des grandes lois. Il y a aussi les chevaliers de la table ronde qui étaient 10, il me semble. Voilà, donc il y a un aspect, une forme d'autorité pour moi dans le 10. Et le 12, on est sur l'aspect cyclique des choses. Les 12 mois de l'année, mais aussi les 12 méridiens ou organes qui, au niveau de la médecine chinoise, ont 2 heures chacun au sein des 24 heures. Les 12 signes du zodiaque, hein, quelqu'un a dit ça ? Ouais. Les 12 apôtres. Les 12 apôtres qui ont leur lien aussi avec ça. Donc voilà, la numérologie c'est intéressant, ça a une base symbolique, mais ça a aussi une base géométrique qu'on retrouve dans les sphères célestes, hein, au niveau du macrocosme, mais qu'on retrouve aussi dans les, comme tu disais, hein, dans les molécules ou dans les atomes, Après voilà, dans la structure du vide, c'est ce qu'explique Nassim Haramein, si vous connaissez, vous pouvez écouter, c'est assez intéressant. C'est une technique, mais... Donc voilà, dernier art de guérir, c'est la loi de résonance qui permet donc d'entrer en résonance avec cette numérologie, ces chiffres, ces nombres dont nous pourrions avoir besoin pour l'évolution spirituelle. Hein. Besoin de structure, besoin d'équilibre entre les éléments, besoin de régler des soucis de conflictualité, de dualité, de polarité, etc. Besoin de retrouver l'unité dans une épreuve qu'on traverse, l'équilibre, la reliance spirituelle, le lien au divin, etc. De faire de l'ordre, etc. Ou d'être dans un cycle
Voilà, je vais terminer là-dessus. J'espère en tout cas qu'on a réussi à vous livrer des outils concrets pour l'auto-guérison. C'était l'objectif. Certes, il y a un aspect historique, ésotérique, un peu plus, on va dire, mystique. Mais j'ai essayé, en tout cas on a essayé à chaque fois de revenir un peu les pieds sur terre et de livrer voilà, des choses plus pratiques et qui visent au final à l'autonomie spirituelle, hein, parce que c'est ce que j'écris dans le petit dépliant. Et c'est pour moi aussi ça qui est important, c'est de comprendre en quoi de tout temps il y a eu des traditions, des savoirs qui visait à nous rendre autonomes, au sens du grec ancien, autonomos, faire notre propre loi et contacter notre potentialité divine à l'intérieur. Moi, ce que je dirais pour conclure, c'est ce que tu as dit à un moment donné, que tout ça ne reste pas dans la sphère mentale, justement. Et en même temps, moi je sens qu'en même temps j'ai besoin de me plonger, de comprendre, et dit, il a fait un travail aussi énorme de lecture, de récapituler tout ce qu'ont dit ces gens, et on n'a pas pu tous les citer ce soir, mais tu me diras, ah ouais, tac, tac, je prends tout ça, je l'intellectualise, ça va dans cette sphère, mais en fait, on revient à l'expérience, on revient à je sens, je perçois. Et j'aime bien souvent dire cette différence à dire entre sentir et ressentir. Qu'en fait, sentir, on est dans quelque chose de primordial, et ressentir, c'est déjà il y a la psyché qui reprend dessus. Je sais pas si pour vous ça vous parle. C'est vraiment que c'est les mêmes mots quand on fait un écho. Vivre, sentir et penser. En tout cas, ressentir, sentir, ça y est, il y a une part de la psyché qui va dessus. Donc revenir, ressentir. Dire, ok. Et on peut percevoir tout ça. Nous, on a commencé, et c'est en... Ah ouais, non, on sent. Donc c'est se dire, on a toute cette potentialité à sentir un peu plus le subtil, et comment on l'utilise pour être plus équilibré, plus aligné, plus se sentir bien, pour guérir, voilà, peu importe le mot qu'on met derrière. Dans les ateliers de bioénergie, on utilise, qu'on fait avec Bastien, on utilise tous ces principes-là. On fait des visualisations sur des polyèdres, des solides de Platon. On fait de la pour faire géobiologie, voilà. On sent les lieux. Faire du voyage astral, du voyage mental, pour sortir du corps, faire des décorporations. On essaye de sentir les énergies, sentir ses chakras, sentir ses différents corps, ressentir aussi à l'intérieur. Développer une forme de médiumnité ou d'accès à la claire information en se connectant à des photos. On fait des choses très concrètes qui sont vérifiables à chaque fois. Moi, dans mes stages, je fais même je fais chercher des objets cachés avec le ressenti énergétique. On peut chercher des personnes cachées derrière un mur aussi. Ouais. On peut sentir. Il y a vraiment utiliser ça de manière concrète, quoi. Utiliser le corps comme outil, de donner confiance au corps et pas toute la confiance au mental. C'est un peu ça. Et que le corps nous montre que des fois il sait si c'est bon pour nous ou pas, quoi. Et des fois le mental pense que c'est bon, mais le corps le montre pas pareil. Trouver l'équilibre. Merci. Merci de votre attention. Merci à vous. Et au plaisir S'il y a des questions. d'écouter des questions, ou des remarques, ou des ajouts, des suggestions. Vous parlez de géobiologie et des lieux sacrés. Est-ce que vous faites aussi donner des cours par rapport à ça? Tout
ce qui est église, cathédrale ou autre, la signification de tout ce qui est symbolique. Comment on entre dans un lieu sacré, à différents endroits aussi. Ouais, on l'a fait en Tunisie, sur certains lieux sacrés, comment on rentre, dans quel état on se sent. Après, dans les formations de géobiologie que j'ai suivies, on peut aller vraiment étudier un cloître, étudier comment effectivement on passe entre les piliers, à quel endroit on s'arrête, est-ce qu'il y a une statue, est-ce qu'on s'allonge à la terre parce qu'il y a un courant tellurique comme faisaient les prêtres, est-ce qu'on se met au cœur de la nef et qu'on tend les bras au ciel. C'est toujours pareil, on peut prendre les bouquins de cardinaux et avoir un plan très bien fait et dire ah ouais c'est ça, et puis après d'aller dire non, on va l'expérimenter, on s'étalonne, on l'expérimente. Donc oui, on le fait pas parce que dans les ateliers qu'on fait sur Grenoble, on n'a pas de cathédrale du 12e sous la main, mais on le fait dans des lieux, il y a des choses à sentir partout. Et après, on peut aller même plus loin, on peut être dans la création de son propre lieu sacré. C'est-à-dire l'harmonisation des... C'est ce qu'ils ont fait, hein. Au départ, les païens, les cultes néolithiques, c'était un point énergétique à un endroit, on faisait quelque chose parce que ça avait une fonction commerciale ou une fonction de guérison ou une fonction de divin. Et ensuite les églises romanes dessus, etc., les pierres levées, et puis après les cathédrales. Et après, comment aujourd'hui on peut les sentir ces choses-là, aller se baigner dedans aussi. C'est la crypte Saint-Laurent. Allez-y, vous sentez aller dans la crypte, entre différents endroits de la crypte, ou même à l'extérieur, et on rentre dans la crypte. Juste observer, qu'est-ce qui se passe pour vous. Respirer tranquillement. L'année dernière, avec l'atelier de bioénergie, l'année dernière, on a été à la fontaine ardente. Donc, vous avez entendu parler de ce lieu, peut-être? Non? C'est une flamme de méthane éternelle qui sort de terre, comme ça. Donc ils disent que c'est une des 7 merveilles du Dauphiné. Donc il y a une flamme, 3 flammes. Du gaz qui sort, donc on peut l'enflammer. Voilà. Une flamme qui sort de la roche, qui sort de la terre, comme ça, indéfiniment. Donc on a été, on s'est amusé à sentir voilà, les énergies qu'il y avait dans ce lieu, à détecter, distinguer différents types d'énergie. Et puis dans le voyage initiatique en Tunisie, que Bastien m'a aidé à créer, c'est que ça, pendant une semaine. On va dans des églises paléochrétiennes, des cultes, des lieux liés au culte de Mitra, des temples solaires, des synagogues troglodytes, on va dans des forts romains aussi, dans le Sahara. Ouais, on va dans des grottes qui sont liées au culte des esprits de la nature. Donc c'est vraiment, pour moi ça a été, pendant des années, on l'a fait parfois ensemble, on a couru les lieux sacrés, les hauts lieux vibratoires, pour s'entraîner à ressentir, pour aussi augmenter sa propre vibration. C'est une des voies. C'est celle que nous, on a à cœur de partager, hein, c'est clair. Et puis après, en percevant, à côté de chez vous, il y a forcément des lieux. Des fois, c'est vers un arbre ou une montagne. J'ai une question à vous poser, c'est sur l'énergie, évidemment. L'énergie, c'est vital. On vit. L'énergie veut dire vie. Alors, est-ce que vous avez la possibilité, par exemple, quand les gens disparaissent... Après, en percevant, à côté de chez vous, il y a forcément des lieux. Des fois, c'est vers un arbre ou une montagne. J'ai une question à vous poser, c'est sur l'énergie, évidemment. L'énergie, c'est vital. On vit. L'énergie veut dire vie. Alors, est-ce que vous avez la possibilité, par exemple, quand les gens disparaissent, quand on recherche des personnes disparues, on ne sait pas s'ils ont été tués, s'ils ont disparu par fugue. Est-ce qu'on peut, sur présentation d'une photo, est-ce que vous travaillez là-dessus,
pour voir si cette personne est encore en vie, il y a encore son énergie. Vous pouvez localiser, parce que c'est le travail normalement d'un magnétiseur, mais est-ce que vous en auriez la possibilité? Est-ce que ça pourrait aller jusque-là? Alors, Ou est-ce que vous l'avez fait? oui, en fait, la détection d'objets cachés, ça fait partie de l'enseignement que nous, on a suivi, même des objets invisibles. Donc c'est intéressant votre question. Je veux dire par là que l'énergie, c'est la vie. Donc vous savez que ça va plus tourner. Cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Il y aura plus. Pour moi, énergie, ça veut dire mouvement plus que vie. Si la personne n'est plus. Circulation, flux, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que dans notre enseignement, il y a toute une partie qu'on appelle médiumnité, plus que magnétisme d'ailleurs, qui est basée sur des photos. Donc je montre une série de 6 photos qui sont souvent des lieux sacrés, parfois pas du tout, des lieux où il y a eu des catastrophes ou autres.